Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Antoine Allard, je suis le directeur de la communication et de l'animation éditoriale de Cap Digital et on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel atelier INPI dédié à l'IA générative et la propriété intellectuelle. Vous êtes vraiment nombreux à avoir répondu à l'appel, près de 150 inscrits pour cet atelier en webinaire, tous membres de Cap Digital. Donc on est ravis de voir que le sujet intéresse à ce point et on espère que vous trouverez toutes les bonnes indications, les réponses aux questions que vous vous posez sur les enjeux d'IP, de propriété intellectuelle liés à l'intelligence artificielle générative. Je vais dans quelques instants laisser la parole à mon collègue Arthur qui va vous présenter le programme du jour et nos intervenantes et intervenants. Je voudrais juste partager avec vous deux, trois petites indications pratiques pour suivre ce webinaire. Première chose, sachez que ce webinaire sera disponible en replay et que les slides vous seront envoyés dans les jours qui suivent, cet après-midi même ou demain. Vous aurez tout le support de présentation, donc pas de souci, pas la peine de prendre les slides en photo, vous aurez toutes les infos. Pour ce qui est des questions, comme vous êtes assez nombreux, vous pouvez utiliser l'onglet questions qui est en bas à droite de votre écran pour remonter des questions à nos intervenantes. N'hésitez pas à l'utiliser, on pourra y répondre par écrit pendant les présentations, peut-être en prendre une ou deux à certains moments de la présentation pour vous répondre en direct. Mais s'il vous plaît, utilisez bien l'onglet questions et pas l'onglet chat. L'onglet chat, lui, est vraiment réservé au small talk pour vous présenter, pour partager des liens, des ressources, etc. Quand vous avez des questions pour nos intervenantes et intervenants, utilisez l'onglet questions. Voilà, je crois que j'ai dit le principal et je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps. Hop, au programme de l'événement aujourd'hui, Arthur, deux grandes séquences en fin de compte, INPI et IRCAM Amplify. C'est ça, merci Antoine pour cette introduction. Au programme donc ce matin en effet ce sera on va commencer par le thème donc de ce webinaire qui porte sur l'IA générative et la propriété intellectuelle, donc qui s'inscrit en fait dans une convention de partenariat entre l'INPI et Cap Digital, hein, sur des actions à mener auprès de nos adhérents. Donc avec une première grand type d'actions qui sont des activités de sensibilisation comme on le fait aujourd'hui avec ce webinaire et de formation donc à destination de nos adhérents. Également, une 2e action qu'on mène avec les NPI, c'est de la présence sur nos événements, avec des desks dédiés pour répondre aux questions que pourraient avoir, encore une fois nos adhérents sur ces sujets. Et enfin, une 3e grande action qu'on mène aussi, c'est des permanences propriété intellectuelle et donc des rendez-vous individualisés qui sont proposés, à nos membres. Donc on va lancer à partir du mois de décembre, c'est en décembre, on a, donc sélectionné, les mardis 3, 10 et 17 décembre pour, pour faire ces permanences. En matinée, ce sera de 9h30 à 12h30 et ce sera également ensuite en janvier, les mardis 7, 14 et 21 janvier. Donc voilà, un formulaire, sera accessible à l'issue du webinaire si vous souhaitez vous inscrire, sur ces permanences. Et donc enfin, à la suite de cette présentation, de l'INPI, on aura l'un de nos adhérents, IRCAM Amplify, qui viendra présenter, donc son AI Music Detector qui est récemment publié et qui est le premier outil qui permet d'identifier des morceaux générés par IA, ce qui permettant aux acteurs de la musique de trouver un équilibre entre la création artificielle et la création authentique. Voilà, bah, sans plus attendre, je laisse Candice Charby et Hanan El Arak de l'INPI pour la présentation de ce sujet. Merci Arthur et Antoine, merci à Cap Digital de nous donner l'occasion de prendre la parole aujourd'hui sur l'IA générative et la propriété intellectuelle. Je suis donc Candice Charlit, juriste en propriété intellectuelle et chargée d'affaires à l'INPI. Et donc aujourd'hui, on va vous parler de l'IA générative et de la propriété intellectuelle. On a un programme très très dense, alors qu'on va parler très vite. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Donc notre programme aujourd'hui est le suivant. On va commencer par définir très rapidement l'IA et l'IA générative
pour poser d'abord les notions. Avant d'aborder les enjeux de propriété intellectuelle dans le cadre légal actuel et dans le nouveau cadre réglementaire de l'IA Act qui est désormais en cours d'application. Et on terminera par la question de la brevetabilité de l'IA, qui sera le sujet qui sera présenté par Hanan El Arak juste après mon intervention. Alors sur la définition de l'IA, eh bien, on a choisi de vous partager celle qui figure à l'IA Act, qui est définie en termes très larges dans l'IA Act, qui a donc été publié le 17 juillet dernier au JO de l'Union européenne et qui entre progressivement en vigueur depuis le 1er août dernier. Qui est un texte qui a pour objectif de promouvoir une IA digne de confiance tout en assurant le respect des droits fondamentaux des individus. Et la définition qui est mentionnée ici, donc c'est une définition qui est en termes très larges, qui figure au chapitre 1 à l'article 3 dans les dispositions générales. Donc vous l'avez sur le slide qui vous est présenté et en fait l'IA Act établit une distinction entre les systèmes d'IA traditionnels et les modèles d'IA à usage général. Donc on détaillera ça un tout petit peu plus tard dans la présentation. Alors notre propos aujourd'hui va surtout essentiellement concerner l'IA générative. L'IA générative, c'est une catégorie d'IA qui se concentre sur la création de données, de contenus, de choses artistiques de façon indépendante, à la différence d'une IA classique qui, elle, se concentre sur des tâches spécifiques telles que la classification, la prédiction ou la résolution de problèmes. Donc en fait, l'IA générative, elle vise à produire de nouvelles données qui ressemblent à celles qui sont créées par les êtres humains, que ce soit sous forme de texte, l'exemple le plus connu, vous connaissez tous, c'est ChatGPT, sous forme d'images, alors je vous ai donné comme exemple les plus connus, DALL-E et Midjourney, et vous avez là la photographie qui vous est présentée sur la slide, où vous voyez le pape François vêtu d'une longue doudoune Balenciaga et avec un café. Donc ça c'est pour les images. Il y a aussi des IA génératives qui incluent la génération de musique et de vidéos, et dont on parlera sur la musique un petit peu plus tard, Alexandre. Alors après cette brève présentation des définitions sur les enjeux de pays dans le cadre légal actuel, en fait on a deux questions qui se posent. Merci. Alors, on a essentiellement deux grandes questions qui se posent à deux stades différents. Il y a le stade de l'entraînement, du développement de l'IA, qu'on va appeler le stade en amont, et on a le deuxième stade qui va être le stade du déploiement, donc en aval. Et les deux questions qui se posent en termes de propriété intellectuelle se posent chacune à ces deux stades. Tout d'abord, la question qu'on se pose évidemment, c'est de savoir si un système d'IA peut utiliser les créations accessibles sur Internet sans autorisation des créateurs pour entraîner l'IA. Alors, pour pouvoir répondre à cette question, on va juste faire un très rapide rappel sur ce qu'est le droit d'auteur en France. Le droit d'auteur est défini par le Code de la propriété intellectuelle. L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur l'œuvre qu'il crée du seul fait de sa création d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit va lui donner accès à un monopole d'exploitation qui va être le droit d'autoriser ou d'interdire l'exploitation de la création qui est protégée. Alors, est-ce que ce monopole d'exploitation qui est reconnu à l'auteur d'une œuvre de l'esprit a vocation à s'appliquer en espèces? Eh bien oui. Donc, en principe, un système d'intelligence artificielle ne peut pas exploiter librement une création qui est protégée par le droit d'auteur. Toutefois, il existe un certain nombre d'exceptions aux droits d'auteur qui sont visés par l'article L122.5 du CPI.
qui prévoit en fait les cas d'autorisation, d'utilisation sans autorisation. Et donc il y a trois exceptions qui sont prévues par cet article: l'exception de courte citation, la copie privée et la parodie. Je ne les développerai pas ici aujourd'hui parce qu'elles me concernent moi, mais je vous en parle pour vous indiquer qu'il y a une nouvelle exception au droit d'auteur qui a été instaurée par la directive de 2019 qui s'appelle la directive sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, et qui prévoit donc une nouvelle exception au droit d'auteur qui s'appelle l'exception de fouille de textes et de données. Ce sont les articles 3 et 4 de cette directive qui introduisent en réalité deux nouvelles exceptions de fouille de textes et de données. La première prévoit une exception pour les reproductions et les extractions qui sont effectuées par des organismes de recherche et des institutions du patrimoine culturel à des fins de recherche scientifique. Donc on voit là, c'est très ciblé sur ces organismes-là et à des fins de recherche scientifique. Et la deuxième exception qui est prévue, elle autorise les reproductions et les extractions d'œuvres et d'autres objets protégés, accessibles de manière licite aux fins de fouille de textes et de données pour tous les bénéficiaires, sans restriction concernant l'objet des activités de text and data mining. Donc, cette directive prévoit en fait la possibilité pour les titulaires de droits de s'opposer à l'utilisation de leur contenu pour ces opérations de text and data mining, donc de fouille de texte et de données. C'est ce qu'on appelle aussi l'opt-out, dont vous avez certainement déjà entendu parler. En réalité, cette faculté d'opt-out pose un certain nombre de difficultés pratiques parce qu'il y a certains organismes de gestion collective des droits, par exemple comme la SACEM ou la DAGP, qui ont déjà exercé leur droit d'opt-out, ce qui fait que ça rend l'exception de fouille de textes et de données difficilement applicable aux œuvres de leur répertoire. On a une mise en œuvre qui reste floue, on ne sait pas vraiment comment on peut vérifier qu'une création n'est pas réellement exploitée. Et en plus de ça, il faudrait qu'il y ait une conformité de cette exception à ce qu'on appelle le triple test, qui est prévu par l'article 6 de la directive et qui s'applique à toutes les exceptions au droit d'auteur, qui oblige en fait à ce que ces exceptions soient limitées à des cas spéciaux, qu'elles ne nuisent pas à l'exploitation normale de l'œuvre et qu'elles ne causent pas de préjudice injustifié aux intérêts de l'auteur. Donc je vous parle de ça aujourd'hui parce que cette exception, donc ces deux exceptions de fouille de textes et de données sont souvent invoquées pour justifier la phase d'entraînement de certains modèles sans demander l'autorisation de l'auteur, vous l'aurez compris. Alors aujourd'hui, on a très peu de décisions de jurisprudence, mais j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il y en a une qui est intervenue très récemment. Je garde le suspense encore quelques minutes. Je vous en parlerai dans quelques instants. Je poursuis sur le deuxième stade merci. Sur le stade du déploiement, donc sur la deuxième question qui se pose. Là, on vient de vous exposer les questions de droit d'auteur au stade en fait de la collecte des données en vue de leur intégration dans le SIA. On va maintenant aborder la question des contenus et des œuvres qui sont générés par l'intelligence artificielle. Donc, est-ce que une œuvre créée par une IA générative est protégée au titre du droit d'auteur? Est-ce qu'on peut la considérer comme une œuvre de l'esprit telle qu'elle est définie par le Code de la propriété intellectuelle? Et dans ce cas-là, qui est l'auteur? Voilà la problématique qui se pose. Alors, le droit d'auteur français et européen a été conçu pour la protection des auteurs personnes physiques. On a en Europe et en France une conception très personnaliste du droit d'auteur, c'est-à-dire qu'il a été conçu à l'origine pour protéger la condition de l'auteur, donc assurer aux auteurs des revenus, dès lors que leurs œuvres sont reproduites, adaptées, exploitées. Et on leur a conféré un droit moral qui permet en fait d'établir un lien entre l'auteur et son œuvre. Jusqu'à présent, on s'était déjà posé ce type de questions au moment de l'existence des logiciels, où on avait résolu la question en se disant qu'un programme d'ordinateur, c'était simplement un outil
au service du processus créatif. Il y avait nécessairement un choix créatif d'un être humain, donc l'œuvre créée du moment qu'elle était originale, puisque c'est le critère de protection des œuvres par le droit d'auteur, une œuvre, dès lors qu'elle était originale et qu'elle était créée par un être humain, pouvait bénéficier de la protection du droit d'auteur. Donc aujourd'hui, la question se repose en ces termes-là pour l'IA générative. Et donc, la réponse va en fait dépendre en pratique de la façon dont l'intervention humaine va être caractérisée avec la machine et donc avec l'IA. Est-ce qu'on peut considérer que l'IA est elle aussi un outil au service de la création ? Est-ce qu'on peut considérer que des prompts vont révéler des choix créatifs ? Il paraît quand même difficile de concevoir une œuvre sans intervention humaine. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour écrire des prompts, donc ne serait-ce que ça. Donc la question qui va se poser en jurisprudence, c'est de savoir à partir de quand et à quelles conditions la personne qui va renseigner un prompt va pouvoir se prévaloir d'un droit d'auteur sur le contenu qui est généré. Donc, il y a là un véritable défi probatoire qui va se poser devant les tribunaux, qui va être de caractériser l'intervention humaine et la direction artistique dans la création d'une œuvre au moyen d'une intelligence artificielle. Et le critère que va étudier le juge, c'est de savoir s'il y a eu des choix libres et créatifs par une intervention humaine. Alors là aussi, on n'a pas encore de jurisprudence en France, mais j'y viens, je viens sur l'actualisation jurisprudentielle. Donc, on n'a pas de jurisprudence en France sur toutes ces questions, que ce soit au stade en amont ou en aval. On a une décision en Chine qui a été rendue par la Beijing Internet Court le 27 novembre 2023 et qui, étonnamment, a accordé la protection par le droit d'auteur à une œuvre qui a été générée par Stable Diffusion. Les autres jurisprudences dont on dispose, c'est aux États-Unis. Alors, c'est vraiment les toutes premières décisions. Il y en a une qui date du 18 août 2023, où il s'agissait d'une œuvre qui a adopté la position exactement inverse de celle de la Chine. Il s'agissait d'une œuvre qui a été créée par une IA. Et la US District Court de Washington a considéré qu'une œuvre qui était créée uniquement par une IA ne pouvait pas bénéficier d'une protection au titre du copyright. Mais on reste prudent parce que ça concernait une œuvre visuelle qui était intervenue sans aucune intervention et consigne humaine. C'était une image qui était générée par une IA qui s'appelle Dabus. Donc voilà pour cette première jurisprudence. La deuxième, mais qui est une affaire qui reste à suivre, c'est une action qui a été introduite par un artiste qui s'appelle Jason Allen le 26 septembre 2024, qui a intenté une action en justice devant la Cour fédérale du Colorado contre l'USCO, qui est le US Copyright Office, qui a refusé de lui accorder un copyright sur sa création générée avec de l'IA. Donc, on attend. C'était une œuvre qui avait été générée à l'aide de Midjourney. Donc, c'est une affaire à suivre. On attend le résultat, mais voilà, on a déjà ces prémices qui se mettent en place. Au niveau européen, on a une première décision qui est intervenue, qui a été rendue par le tribunal régional de Hambourg, et qui, elle, a statué sur justement l'exception de fouilles de textes et de données dans le cadre de l'IA. C'est une société Lion qui est un organisme de recherche, et le tribunal régional de Hambourg a reconnu que la reproduction d'une photographie dans un set de données n'était pas contrefaisante parce qu'elle était couverte par l'exception de fouilles de textes et de données à des fins scientifiques. Mais attention, dans ce cas-là, il faut bien préciser que Lion était un organisme de recherche et que le tribunal s'est appuyé sur cette notion de recherche scientifique, vraisemblablement, qui a été entendue ici au sens large. Un appel va peut-être être interjeté, donc voilà, pareil, c'est une affaire à suivre. Ouais, merci. Alors après ce petit panorama jurisprudentiel, on va voir la réglementation qui s'applique. Alors, comme je le disais tout à l'heure, depuis le 1er août 2024, l'entrée en vigueur de l'IA Act. Je vous ai remis ici la chronologie sur laquelle que je ne vais pas détailler, mais que je vous ai mise ici simplement pour vous montrer la longueur
de la préparation de cette réglementation et des discussions qui ont démarré depuis 2020. Donc l'objectif de cette législation, eh bien, c'est de veiller à ce que les systèmes d'IA qui sont utilisés en Union européenne soient sûrs, transparents, traçables, non discriminatoires et respectueux de l'environnement, pour faire de l'Union européenne un acteur de premier plan dans ce domaine. Voilà la volonté affichée de cette réglementation. C'est une législation qui est historique. C'est la première réglementation sur l'IA qui émane d'une autorité réglementaire majeure. Et c'est un texte très riche qui est transverse, qui ne se réduit pas du tout aux questions de droit d'auteur et qui a vraiment vocation à doter l'Union européenne d'un dispositif général. Merci. Alors, ce nouveau cadre réglementaire, il est constitué donc de l'IA Act et d'une deuxième réglementation qui est la Convention cadre sur l'intelligence artificielle et les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit, qui a été adoptée le 17 mai 2024 par le Conseil de l'Europe. Elle a été signée par la Commission européenne en septembre 2024. Et voilà, l'objectif est très clair, il est affiché dans le titre du texte, c'est développer cette technologie dans le respect des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. Aucun de ces deux textes n'est spécifiquement dédié aux droits d'auteur, mais il y a des dispositions qui le mentionnent bien évidemment. Alors sur le champ d'application de l'IA Act, c'est un champ d'application qui est très large, puisqu'il est applicable à toute la chaîne des opérateurs. Ça signifie les développeurs, les fournisseurs, les déployeurs. Le texte vise les déployeurs c'est les utilisateurs professionnels, les importateurs, les distributeurs de systèmes de modèles d'IA, les fabricants de produits qui mettent sur le marché ou en service un SIA en même temps que leurs produits et sous leur responsabilité ou leur marque, et les déployeurs ou fournisseurs de SIA qui sont situés hors de l'Union européenne lorsque les résultats produits par le SIA est utilisé dans l'Union européenne. Donc, vous voyez, c'est une applicabilité très large sur la chaîne des opérateurs, tout secteur confondu, à l'exception des finalités militaires, de défense ou de sécurité nationale, ou à des fins exclusives de R&D scientifique, et des SIA qui sont diffusés sous licence libre et open source, sauf dans le cas où ils tombent sous le coup des systèmes d'intelligence artificielle qui sont interdits, qu'on va voir tout à l'heure, et à l'exception des exigences de transparence pour les systèmes d'IA générale. Alors, la logique qui est adoptée par le texte, c'est une approche qui est fondée sur les risques. C'est-à-dire que ce cadre réglementaire va définir 4 niveaux de risque pour les systèmes d'intelligence artificielle. Et en fait, plus le risque associé au SIA va être élevé, et plus son encadrement sera rigoureux jusqu'à l'interdiction. Donc, on a vraiment une obligation, une gradation des obligations selon le niveau de risque. C'est cette approche qui a été adoptée par le texte. Sur les aspects de propriété intellectuelle, il y en a essentiellement 3 que je vous ai mentionnés sur cette slide. L'IA Act ne va pas trancher la question de la titularité des droits d'auteur. C'est pas une question qui est tranchée dans l'acte. C'est pour ça qu'on attend les jurisprudences sur ce point. En revanche, les 3 points qui sont présents dans l'acte sur les aspects de propriété intellectuelle, ça va être l'obligation de respecter le droit d'auteur, la faculté d'opt-out dont on parlait tout à l'heure pour les auteurs, donc qui permet aux auteurs de s'opposer aux fouilles sur leurs œuvres. Alors, je vous mentionnais tout à l'heure la SACD, qui est la première société de gestion collective des droits d'auteur en France, qui a déjà opt-out. L'ADAGP aussi, qui est la Société française de perception et de répartition des droits d'auteur dans le domaine des arts graphiques. Elle a publié une déclaration générale d'opt-out. Et puis, la 3e disposition qui est présente dans l'acte,
en matière de propriété intellectuelle, ça va être le marquage des contenus qui sont générés par l'IA générative, c'est-à-dire que les images et les contenus audio et vidéo qui sont artificiels ou manipulés, ce qu'on appelle les deepfakes, doivent être clairement signalés comme tels. Donc, il va falloir apposer la mention œuvre générée par une IA. Alors, je vous disais que l'IA Act opère un classement en fait de la technologie par niveau de risque. Donc là, je vous ai mis la pyramide avec les quatre risques qui ont été mis en exergue. Donc, soit, et je vous ai mis aussi les obligations, les principales obligations sur la slide en face de chaque catégorie de risque. Donc, vous voyez que l'IA avec les systèmes d'IA qui ont un risque inacceptable vont être interdits. Alors ça concerne des activités comme la surveillance biométrique dans les espaces publics ou les systèmes d'évaluation des personnes en fonction de leur comportement social ou de caractéristiques personnelles. Voilà, pour quelques exemples d'IA à risque inacceptable qui donc sont interdits. Ensuite, il y a les IA avec un risque élevé. Là, on a 8 secteurs qui ont été identifiés comme des SIA à risque élevé. Donc, pour vous en citer juste quelques-uns, c'est par exemple le recrutement et les RH, la justice, la répression, les domaines de la biométrie. Et je vous ai mis en face les principales obligations qu'ils vont devoir respecter. Les IA à risque limité, les systèmes d'IA à risque limité, en fait, c'est une catégorie résiduelle. Ça va être les SIA qui ne sont ni interdits ni à haut risque. Et enfin, le risque minimal, eh bien, ça va être tous les autres SIA qui, eux, ont peu ou pas d'obligations réglementaires. Ça va être le cas, par exemple, des filtres anti-spam. Alors, pour la catégorie, je mentionnais tout à l'heure la catégorie des modèles d'IA à usage général, qui est traitée à part dans l'IA Act. Là, il va y avoir trois obligations, enfin, on va dire 4 obligations majeures pour ces modèles d'IA à usage général, et en fait, qui sont tous sous-tendus par une obligation générale de transparence. C'est vraiment ça le fil rouge derrière. Il va falloir élaborer une documentation technique du modèle qui va être mise à disposition par le bureau d'IA et les autorités nationales, ça on en parlera tout à l'heure. La mise à disposition des informations et de la documentation à destination des fournisseurs en aval. Il va falloir établir une politique de conformité à la réglementation sur les droits d'auteur et les droits voisins, et mettre à la disposition du public un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour entraîner le modèle. Vraiment, on voit bien cette obligation de transparence qui se manifeste derrière ces obligations. Alors, je voudrais juste revenir sur 2 points dans cet acte. L'obligation de transparence, parce qu'elle est vraiment, c'est vraiment le but de ce texte qui veut mettre en place une IA de confiance, et ça passe par cette transparence. Donc, elle se traduit en réalité par le fait de permettre aux utilisateurs d'être pleinement informés qu'ils interagissent avec une IA. Derrière, il y a une autre obligation qui va être l'obligation, elle va se manifester par l'obligation d'insérer le nom des auteurs des œuvres qui ont permis de générer l'œuvre créée par l'intermédiaire de l'IA. On n'a pas encore la portée de cette obligation, ni de niveau de précision sur celle-ci, ni réellement son champ d'application, car le texte ne vise que les modèles d'IA à usage général. Mais alors, quid des éditeurs de modèles spécialisés? On n'a pas les réponses à ces questions à ce stade. Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique a été saisi d'une mission en septembre 2024 sur ce point-là, pour donner une expertise sur la portée de cette obligation de transparence et les informations à communiquer selon les secteurs culturels qui vont être concernés. Donc, on attend ce rapport qui est normalement prévu pour la fin d'année, pour décembre. Voilà, sur l'obligation de transparence,
elle pèse surtout sur les développeurs qui, dans le cadre de la mise à jour, de la construction, du perfectionnement ou de l'entraînement de leur algorithme, ont une obligation de fournir des informations claires sur son fonctionnement et d'assurer la traçabilité des données qu'ils utilisent. Voilà, on attend de voir comment cela va s'appliquer dans les faits. Un dernier point sur la propriété intellectuelle dans cet acte, qui est cruellement absent, ça va être tous les aspects de gestion des rémunérations des droits d'auteur. Et le règlement est totalement muet sur ce point. Donc, il y a des accords de partenariat que je voulais vous signaler qui sont en train de se mettre en place, notamment un partenariat entre OpenAI et Le Monde. Pardonnez-moi. Qui est assez récent, qui date du mois d'avril, et qui permet à OpenAI de s'appuyer sur le corpus du journal pour établir et fiabiliser les réponses de ChatGPT en contrepartie d'une source de revenus supplémentaire pluriannuelle. Donc voilà des initiatives qui commencent à se mettre en place. Il y en a eu une aussi entre la SACD et Genario, qui est une IA d'aide à l'écriture de scénarios qui date du mois de septembre 2024 et qui a un accord de principe qui va garantir le respect des droits d'auteur et rémunérer les auteurs. Donc voilà les initiatives qui se mettent en place sur ce point-là dans le silence de la réglementation. Alors, sur l'application, merci. Donc, comment va s'appliquer l'IA Act? Donc, on a ce qui a été adopté dans l'acte, c'est un délai de mise en conformité assez progressif. Donc là, je vous ai mis toutes les dates, juste pour revenir sur une date importante qui est le 2 février 2025. Ça va être la date de mise en application des interdictions relatives au SIA, au risque inacceptable. Et à partir du 2 août 2025, l'entrée en vigueur des obligations pour les fournisseurs de modèles d'IA à usage général. Et cette date-là, le 2 août 2025, ce sera aussi la date limite pour la désignation des autorités nationales de surveillance du marché et la publication de certaines lignes directrices sur les systèmes d'IA à haut risque par la Commission. Et on aura en fait une applicabilité totale de l'IA Act à compter du mois d'août 2026. Sur la supervision et le contrôle de l'IA Act, mais comment ça va se passer? Il y a une autorité de contrôle nationale dans chaque pays. En France, c'est la CNIL qui a été désignée et qui a créé un service de l'IA. Au sein de l'Europe, il y a un bureau d'IA qui a été créé au sein de la Commission européenne. Donc, ils vont être chargés de superviser l'IA et de contrôler son application. Et tout un système de sanctions avec des amendes administratives sévères et graduées. Juste pour vous donner un exemple sur la plus lourde, ça va être la commission en cas de commercialisation d'une IA à risque inacceptable, eh bien la sanction sera de 35 millions d'euros ou 7% du chiffre annuel mondial. Ce sera la sanction la plus lourde qui sera appliquée. Là, je vous ai mentionné les dernières actualités en matière d'IA. Alors, on n'a pas tellement de temps de s'appesantir dessus parce que le temps presse, mais vous avez au moins les dernières actualités qui peuvent vous intéresser. C'est vraiment à titre informatif et pour vous montrer que tout ça évolue extrêmement vite. Pour terminer, sur ma partie, je voulais vous montrer, je voulais vous poser la question de savoir si l'IA Act était une exception européenne. Qu'est-ce qui se passe dans les autres pays du monde? Alors un petit focus et une actualité sur ce qui se passe aux États-Unis. La Cour suprême de Californie avait proposé une loi sur l'IA. C'était un texte qui avait pour objet d'encadrer les modèles d'IA les plus puissants qui sont mis sur le marché en Californie. Et en fait, le 25 octobre dernier, donc très récemment, le gouverneur de Californie a opposé son veto à ce projet de loi.
Voilà pour sa dernière actualité de ce côté-là. Mais bon, bien qu'il ait refusé de signer cette loi, il a approuvé en septembre 8 lois relatives à l'IA et qui portent notamment sur les deepfakes et le marquage des contenus générés artificiellement. On a également une initiative de l'UNESCO qui s'inspire de l'IA Act afin de développer une charte de suivi de l'IA. Voilà pour un petit panorama plus large que l'Union européenne. Je passe maintenant la parole à Hanan El Arak qui va vous parler de la brevetabilité de l'intelligence artificielle. Bonjour, merci. Alors, on a un petit souci de son. De ce que je vois, Candice, votre micro est bien coupé, donc vous devez pouvoir activer le vôtre, Hanan. Est-ce que là, c'est bon? Sans écho. Vous m'entendez? Ouais, c'est parfait. C'est parfait, merci beaucoup. J'en profite pour dire à Jean-Pierre que vous pouvez poser votre question dans l'onglet questions plutôt que dans l'onglet chat. On vous répondra en parallèle. Jean-Pierre Desmoulins. C'est à vous, Hanan. Merci. Voilà, merci Candice. Maintenant, nous allons explorer la brevetabilité dans le domaine de l'intelligence artificielle en abordant ce que signifie le concept de brevet, comment il s'applique aux inventions numériques et à l'IA. Voilà un peu le déroulé de cette intervention. Donc, c'est quoi un brevet? Un brevet est un titre de propriété industrielle. Il ne donne pas automatiquement un droit d'exploitation, mais confère un monopole permettant de restreindre l'usage de l'invention par d'autres sans autorisation pour une durée temporaire de 20 ans sur un territoire national ou régional selon le pays ou la région dans lequel le brevet a été obtenu. Voilà. Donc, c'est un droit temporaire de 20 ans. Quelles sont les conditions pour obtenir un brevet? Un brevet, déjà, une demande de brevet, et il y a 3 éléments importants. Elle a la description, on décrit la demande techniquement pour qu'une personne du métier ou une personne compétente et qualifiée dans le domaine puisse exécuter l'invention avec des dessins qui l'expliquent. Et il y a les revendications. Les revendications, ce sont celles qui définissent le champ de protection et le monopole d'exploitation. Donc, pour obtenir un brevet, il faut remplir 4 conditions. Il faut que l'invention soit une invention, qu'elle soit nouvelle, inventive et susceptible d'application industrielle. Je vais utiliser ou m'aider avec un exemple pour mieux expliquer les 4 conditions. Donc, par exemple, si on prend le cas d'une bouteille, un simple choix de forme pour une bouteille n'est pas considéré comme une invention, sauf si cette forme apporte une solution technique. Par exemple, en intégrant des rainures pour améliorer la prise en main. Ou dans le cas d'une bouteille réutilisable avec un bouchon intelligent qui, grâce à un capteur, peut mesurer et afficher la quantité d'eau bue dans la journée. Donc, cette nouvelle fonctionnalité technique apporte une solution technique, à savoir l'intégration de capteurs pour mesurer l'hydratation d'un utilisateur. Ça répond à un problème technique et ça apporte une solution technique. L'invention ou la demande doit être nouvelle. Donc, pour qu'elle soit nouvelle, il faut vérifier si aucun document n'a été rendu public avant la date de dépôt. Donc, tout ce qui a été rendu public, que ce soit des publications scientifiques, des documents commerciaux, des brevets, tout ce qui a été rendu public dans le monde entier, aux États-Unis, au Japon, au Corée, dans tout le monde, avant la date de dépôt, peut affecter la nouveauté. Donc, par exemple, si on ne trouve pas de bouteille avec le capuchon intelligent, la demande peut être considérée comme nouvelle. Et la nouveauté se base sur un seul document. Donc, on doit trouver l'intégralité des revendications dans un seul document. On ne doit pas trouver des bouts de revendications dans des documents différents. L'activité inventive, qui est le 3e critère, ce critère consiste à déterminer si dans le cas où l'invention est réellement nouvelle, donc la combinaison des caractéristiques de cette bouteille, par exemple intelligente, aurait été évidente pour un expert dans le domaine. Par exemple, si on trouve un document qui décrit une bouteille avec un capuchon standard et un autre document qui décrit un capteur qui permet de mesurer l'hydratation. Il faut donc, si on parle de la nouveauté restante, donc il nous reste le capteur intelligent, est-ce qu'une personne du métier, quelqu'un du domaine, qui se pose la question comment je mesure l'hydratation,
est-ce qu'il aurait été évident pour lui de combiner les deux documents pour arriver à la solution proposée dans l'invention, sans pour autant être influencé par la solution. Il ne devrait pas avoir la solution en tête. Donc, il a les deux documents, il a la question ou le problème posé, il doit arriver à la même solution que l'invention. C'est dans ce cas où on dit que l'invention est inventive. Donc, c'est un travail subjectif. Donc, il faut voir c'est qui l'homme de métier, c'est quoi ses compétences, et il faut faire abstraction de la solution proposée. Et l'application industrielle, donc il faut que l'objet doit être fabriqué ou utilisé en tout genre d'industrie. La bouteille, oui, elle est vendue et elle est commercialisée et fabriquée. Voilà pour les 4 critères de la brevetabilité. Le code ici, pour le critère de l'invention, le code ne dit pas c'est quoi une invention, mais il énumère une liste des exclusions d'invention, de ce qui n'est pas une invention, notamment tout ce qui est découverte scientifique ou théorie mathématique, ils sont exclus de la brevetabilité. Donc, découvrir une nouvelle formule mathématique ou une loi de la nature ne constitue pas une invention. Donc, il faut une application concrète d'un concept pour résoudre un problème technique. Autrement dit, une idée théorique ne suffit pas pour obtenir un brevet. Ensuite, tout ce qui est création purement esthétique, comme les œuvres d'art ou les designs de mode, ne sont pas brevetables. Leur fonction est esthétique et ne résout pas un problème technique. Ces créations peuvent être protégées par d'autres droits, comme le droit d'auteur ou les dessins et modèles, mais pas par un brevet. Les méthodes intellectuelles, comme les règles de jeu pour résoudre des enzymes ou les inventions ou les techniques de mémorisation. De même, les méthodes de jeu, comme les règles de jeu de cartes, ne sont pas protégées par un brevet. Ce sont des solutions, ce sont des activités mentales ou de loisirs. Ils n'apportent pas de solution technique à un problème technique. Les méthodes d'affaires, des affaires comme les stratégies commerciales ou les modèles économiques sont également exclus. Par exemple, une méthode pour calculer des taux d'intérêt ou un système de vente par abonnement ne serait pas brevetable. Ces méthodes relèvent du domaine des affaires et ne visent pas à résoudre un problème technique. Également, les présentations d'informations pour faciliter, par exemple, un système d'affichage pour faciliter la lecture qui est caractérisée par son contenu connu au suivant ne l'est pas non plus. Et enfin, les programmes d'ordinateur qu'on va avoir un peu plus en détail dans la suite de la présentation. Lorsqu'ils sont revendiqués en tant que tels, ça veut dire le code en soi, et le code informatique et le logiciel ne peut pas être protégé par un brevet parce qu'il peut être protégé par le droit d'auteur ou déposé auprès de l'Agence de protection des programmes ou sous la forme d'un enveloppe solo. Mais il peut être protégé si il est intégré dans un procédé technique ou un dispositif technique. On va le voir comment on peut protéger les inventions mises en œuvre par ordinateur. C'est des inventions qui intègrent un code source ou un logiciel. Donc, ces inventions, comme ils sont selon les directives de l'OEB, c'est l'Office européen des brevets qui délivre des brevets au niveau européen. Donc, une invention mise en œuvre par ordinateur, c'est une invention technique qui implique l'utilisation d'un ordinateur, d'un réseau informatique ou tout autre appareil programmable, et dont une ou plusieurs caractéristiques sont réalisées totalement ou en partie par un programme d'ordinateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on voit sur ce diapo, je vais afficher tout le diapo, on a à gauche une méthode mathématique qui concerne une suite de calculs et des algorithmes mathématiques sans application directe. Donc, il n'y a pas de résolution de problèmes techniques concrètes, donc elle n'est pas brevetable. À droite, on a une invention mise en œuvre par ordinateur, où dans ce cas, le programme informatique utilise les calculs mathématiques, mais dans un contexte où il résout un problème technique spécifique, comme dans ce cas, par exemple, le contrôle de la température d'un appareil. Donc là, il y a des calculs de température qui ont été mesurés, on les analyse et après, on règle la température souhaitée. Là, il y a bien